L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Pour imposer une tactique et une physique, il faut qu'il y ait un jeu homogène dans une équipe, il faut que les joueurs soient éveillés tactiquement. Or, ils basent leur jeu sur le physique, donc une tactique n'est seulement viable si l'équipe bouge en même temps un peu comme un échiquier. Moi, tu vois, quand je forme un gars, un joueur par exemple, je n'aime pas lui parler d'un poste. J'aime pas lui dire t'es ailier gauche, t'es latéral droit, t'es milieu de terrain central 8-10. Je préfère lui parler d'un rôle et d'une fonction sur le terrain. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile pour progresser. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, on a commencé les podcasts avec Nico sur la préparation mentale et là avec Marc, on va attaquer sur la tactique. Alors on n'est pas dans l'air du temps, la vague elle est déjà passée, on est des mauvais surfeurs, mais ça mérite un détour, Marc. Avant de, d'ailleurs, je le précise, Marc, il va sûrement intervenir dans l'académie NE, hein. Donc vous avez le lien en description, la team, pour nous rejoindre. Vous avez des cours tactiques, préparation mentale, nutrition et moi, je vous accompagne dans votre programme d'entraînement. Voilà, c'est pour vous mettre en place un plan de carrière sur mesure et Marc va venir s'ajouter à l'équipe pour la tactique. Mais avant tout, Marc, présente-toi rapidement, Déjà, comme bah ça on merci. est Bah écoute, et déjà, soyez indulgents la team, c'est sa première vidéo, c'est les débuts, c'est les débuts. déjà, merci Antoine de me laisser, de me donner la chance d'intervenir sur ta chaîne. Voilà, ça fait un moment que je te suis également Natural Evolution depuis 2017 de mémoire. Donc voilà, j'ai pu voir un peu ce que tu faisais au niveau de la préparation pour les joueurs et j'ai trouvé ça très intéressant et je suis très content maintenant de collaborer avec toi sur la partie tactique, donc celle qui me tient le plus à cœur. Donc voilà, donc moi je viens d'avoir 22 ans, je regarde le foot depuis que j'ai 5 ans, passionné de tactique depuis très jeune et j'ai toujours voulu devenir entraîneur à la base. Et puis, comme j'ai pu en parler dans une émission justement où j'ai été peut-être un petit peu passionné, comme tu m'as dit tout à l'heure, Antoine. Voilà, moi, je n'ai pas voulu passer mes diplômes au niveau du contenu de ce qu'est la formation française, de comment la France forme ses entraîneurs, d'une idéologie assez fermée. On ne se base pas sur forcément tout ce qui a été fait dans l'histoire du foot, sur les cultures internationales. Et donc, j'ai préféré, on va dire, prendre un autre chemin en écrivant d'abord un livre qui est donc disponible sur Amazon où je parle des retards tactiques du foot français et de ce qui a été fait à l'étranger. Et depuis, donc, j'ai décidé de créer mes propres formations en me basant sur tout ce qui est fait à l'international et dans l'histoire du foot. Et donc de former en France les joueurs et les entraîneurs, on va dire à ma façon, et surtout à leur façon, parce que je m'adapte à ce que eux cherchent à faire. Je ne vais pas, ça va pas être ma patte, ça va être leur patte. Et moi, je les guiderai dans leur idée de jeu à eux. Voilà, pour faire simple. Ça C'est coupe le la tout double. pyramide inversée que tu as en livre derrière de tactique? Ah, j'en ai plusieurs. Donc, effectivement, j'ai la pyramide inversée. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai pas mal même. J'ai mon préféré, on va dire, parce que c'est mon idole, la biographie de Johan Cruyff. J'ai aussi mon livre que j'ai écrit aussi derrière moi. J'ai aussi ouais, la pyramide inversée, on va dire que c'est un des plus, effectivement, un des plus Ouais. intéressants. Ouais. Je suis C'est d'accord. dur à digérer. Les joueurs, moi, je leur recommande, tu sais, au début, comme on regardait un match de foot, on explique les grands préceptes, mais la pyramide inversée, c'est vraiment le cap au-dessus. Bah, écoute, je te laisse commencer, OK? Partager ton écran, Marc. Comment Ouais. le PSG a perdu tactiquement face à Newcastle? Donc, en Parfait. fait, donc, le fameux 4-2-4 de Luis Enrique, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler dans divers médias avant le match et surtout après le match, puisque Paris a lourdement perdu ce soir-là à Newcastle. Donc, de base, Luis Enrique, je le montrerai par la suite de cette vidéo, c'est pas un grand fan du 4-2-4 ni d'un 4-4-2, puisque ça va dépendre de la position des deux ailiers. Là, Euh, qui est qui là? Les bleus, c'est Newcastle et le PSG, non, c'est les Paris, je les ai mis en bleu. Et OK, Newcastle, parce qu'en fait, je pense, mon avis, c'est que Newcastle a gagné le match à la relance. OK. Paris a essayé de presser parce que sur Luis Enrique, de toute manière, Paris va toujours essayer de presser et de chercher haut l'adversaire pour ne pas lui laisser d'espace récupérer le ballon dans le camp adverse. Le souci, c'est que Paris s'est fait avoir pour moi sur la supériorité numérique à la relance, tout simplement. Dans ces deux attaquants-là, donc c'était Mbappé et c'était Gonzalo Ramos à Gendouzi, côté. Non, ouais, il y avait Mbappé et Gonzalo Ramos. Kolo Muani était sur le côté gauche et Dembélé oui, était côté droit. Et d'habitude, c'est là où j'ai été très étonné du choix de Luis Enrique. D'habitude, il met Vitinha
dans le milieu de terrain pour déjà, genre, je le montrerai aussi que ça, il y a une incidence avec ballon parce que Paris manquait de liant dans la construction de ses actions avec un jeu beaucoup trop horizontal. Euh, et je pense que Vitinha aurait fait même du bien sans ballon. Là, comme on peut voir dans l'animation, je vais la laisser ensuite défiler, mais il y avait un 3 contre 2 à la relance quand Newcastle avait le ballon. Il y avait Lascelles et le défenseur central, le deuxième, je ne me rappelle plus, puisque Botman était blessé. Et il y avait le numéro 6 là que je mets de Newcastle, c'était Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, sur ce match-là, justement, il a fait très très mal. Pourquoi? Parce que justement, il y avait toujours une supériorité à la relance. Et comme on peut le voir dans la suite de l'animation, je vais faire des petites pauses. Tac. Là, il venait de décrocher, donner une solution à son gardien. Et derrière, deux défenseurs centraux venaient s'écarter. Ce qui faisait qu'en fait, les deux attaquants parisiens ne pouvaient pas défendre sur ça. Ils ne pouvaient pas défendre. Et au milieu de terrain, il y avait un 2 contre 2 en individuel entre Ugarte, Zahir Emery et Tonali et l'autre milieu de Newcastle. Et ça créait à chaque fois une supériorité. C'est-à-dire que dès que Newcastle réussissait sa première relance et finalement cassait la ligne des quatre attaquants parisiens, avec Dembélé et Colomboigny aussi, qui ne servaient pas à grand-chose, puisqu'ils prenaient en individuel leurs latéraux, mais en fait, ils n'apportaient pas grand-chose dans le. C'était pas du tout une défense en zone. Bah, souvent, ce qui se passait, c'était ça. Voilà. Tranquillement, il faisait sortir les Parisiens. Il y avait des espaces qui se créaient. Et Guimaraes s'était trouvé seul là. Et après, c'était un boulevard. C'est-à-dire que si un des deux milieux de terrain parisiens venait sur Guimaraes, ça créait un espace pour Tonali ou pour le deuxième numéro 8 de Newcastle. Et derrière, avec les flèches qu'ont Newcastle devant, Almiron, Gordon sur les côtés, et même Alexander Isaac, ça a créé des courses croisées que je vais montrer à la fin de cette animation à chaque fois, cette fameuse course croisée de Anthony Gordon et de Miguel Almiron, ça prenait à chaque fois Lucas Hernandez dans la profondeur. Almiron s'est amusé ce soir-là. Lucas Hernandez a pris le bouillon. Marquinhos et Skriniar contre Alexander Isaac, forcément, dans la profondeur, c'est compliqué pour eux parce que Skriniar est très lourd, on le sait, et Marquinhos est moins rapide qu'à une époque. Donc pour moi, voilà, sur ce que je veux accentuer sur ce match-là, c'est vraiment que Paris a perdu le match sur cette première relance. Voilà. OK, et si tu devais faire l'antithèse de ce que tu as fait, si tu devais faire l'antithèse aujourd'hui, Marc, c'est-à-dire que Dis-moi. tu es, pas un haters, mais une personne qui peut dire oui, mais c'est justement la réponse d'après ce qu'a voulu faire Luis Enrique. Ok, donc Luis Enrique, en fait, lui, ce qu'il a cherché à faire, avec ballon notamment, je vais te montrer tout ça tout de suite. Est-ce que tu vois toujours mon écran? Ouais, on est parfait là. Je repars de départ. Pardon. Hop là, je le remets au départ. En fait, donc, ce 4-2-4, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout un principe de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est l'école Masia, c'est l'école Barcelone. C'est la recherche de troisième homme, la recherche des triangles. Donc, ça peut être un 4-3-3, qui est souvent le système adopté par Luis Enrique, notamment à l'époque de Barcelone, avec la MSN, ou même maintenant, même à Paris, même avec l'Espagne. Ça a toujours été un fan du 4-3-3. Là, ce 4-2-4, en fait, c'était pas du tout l'idée. D'ailleurs, comme je le mets dans le titre, c'est un 3-2-5. Et comme beaucoup d'équipes jouent depuis quelques années. Le City de Guardiola jouait comme ça, le Arsenal d'Arteta joue comme ça, le Barcelone de Xavi et donc le Paris de Luis Enrique avec un jeu de position en utilisant, pourquoi j'ai mis ces fameux couloirs de jeu, c'est les 5 couloirs, ce qu'on appelle les 5 couloirs guardioliens, pour ceux qui le connaissent peut-être, c'est l'utilisation de la largeur avec les couloirs, le couloir central et les demi-espaces que tant d'entraîneurs recherchent. Parce que les demi-espaces, ça t'ouvre une possibilité de pouvoir créer un décalage sur les côtés et ça t'ouvre une possibilité de trouver un centre ou une passe en direction du but. Donc là, ce 4-2-4 à la base, comme on a pu le voir dans l'animation précédente, l'idée c'est que il y a un passage à 3 et l'utilisation des 5 couloirs. Tac. Donc là, le numéro 2 dans l'animation, c'est Achraf Hakimi, qui souvent est Oui, utilisé comme ça. quand Avec Cancelo est rentré beaucoup avec City à l'intérieur. tout à fait, mais c'est effectivement à l'époque Johan Cruyff qui l'avait beaucoup initié avec son Barça, avec les latéraux qui rentraient à axe et ça crée un 3-4-3 losange. Et puis plus récemment, effectivement, Guardiola l'a fait avec à l'époque Eric Abidal en défense centrale au Barça. Effectivement, parce que Daniel Alves venait prendre le couloir, donc ça venait compenser. Il le faisait avec Philippe Lam au Bayern, il l'a fait avec David Alaba dans des systèmes assez innovants. Et aujourd'hui, avec City, il le fait avec Cancelo, effectivement, il l'a fait. Et là, Luis Enrique, il le fait avec Achraf Hakimi. La différence
avec Cancelo et Achraf Hakimi, c'est comme tu peux le voir, là, Achraf Hakimi, il s'incorpore dans la ligne des 5 de devant. Il vient s'incorporer là, tandis que Cancelo venait plus à la ligne des milieux de terrain, construire le jeu comme un numéro 6, comme un 8, à la limite comme un 10. Achraf Hakimi vient comme un attaquant en fait. Ok. Là, l'intérêt donc de ce système en 3-2-5, ça va pas normalement un 3-2-5, c'est pas fait pour rester avec les 5 alignés, comme je le montre dans la suite. L'idée du 3-2-5, c'est par exemple, un joueur du demi-espace vient demander le ballon pour créer des solutions de passe pour le numéro 6 et le défenseur central gauche, dans l'exemple. Et c'est l'ailier gauche qui va venir prendre la profondeur sur une course croisée. Ça peut être quoi? Ça peut être le numéro 9 qui va venir décrocher pour créer l'espace pour une course venue du demi-espace. Ça, c'est l'intérêt du 3-2-5, c'est qu'en fait, tes 5 couloirs, ils sont occupés et qu'il peut y avoir plusieurs solutions de permutation, d'appel en profondeur, de décrochage. C'est vraiment une dinguerie, hein, ce système de jeu, hein. C'est ce qui est fait beaucoup aujourd'hui, hein. De toute façon, c'est la norme, entre guillemets, du jeu de position. De toute façon, le jeu de position, il a toujours évolué. À une époque, c'était WM. Et en fait, quand tu regardes bien, je vais remettre l'animation du 3-2-5. C'est quoi le WM pour ceux qui savent pas? Voilà, c'est exactement ça. En fait, le WM, c'était un des premiers systèmes tactiques. Justement, il l'explique bien dans la pyramide inversée, dans les années 30, avec Herbert Chapman notamment. Il y avait justement ces 3 défenseurs, ces 2 milieux de terrain. Et ça, en fait, ça dessinait une sorte de WM avec 5 joueurs défensifs, 5 joueurs offensifs, mais à une époque où le football allait beaucoup moins vite, où il y avait beaucoup moins de replis défensifs. Quand on regarde, finalement, le foot a évolué avec des systèmes différents, mais au final, la substance, pour moi, reste la même. Quand tu regardes en 100 ans de football, en 100 ans du WM, quand on regarde bien, là, quand tu prends le système de façon verticale, tu as t'as ce WM, finalement. Tu as le M Ouais, devant et tu as le W derrière. OK, Et en fait, donc c'était un petit clin d'œil à justement l'évolution tactique. Le football a changé, comme dit Mbappé, mais finalement, pas tant que ça. Il a juste un peu évolué. OK. Donc voilà, l'animation de ce que fait Luis Enrique. La seule différence, et pour moi, ce qui l'a trahi à Newcastle, c'est que Vitinha vient souvent dans le demi-espace à gauche et vient changer avec Mbappé. Mbappé, soit dans le couloir gauche, soit on l'a vu Vitinha notamment contre Lens et contre Lyon en début de saison. Vitinha venait carrément comme un ailier gauche venir manger le couloir et laisser ce demi-espace à Mbappé. Et souvent, il est très bien servi par Vitinha, par Zaïre Emery, Ugarte un peu plus bas en général. Gonzalo Ramos n'a pas joué tous les matchs. Ça a été des fois Kolo Muani qui venait de au but venir demander en pivot à Kylian. Et je pense que là, Vitinha aurait pu faire beaucoup de bien sur un match à Newcastle avec une grosse intensité, beaucoup de jeux de transition, typiquement une équipe très moderne, Newcastle, avec ce qu'est la Première Ligue aujourd'hui, un jeu de transition avec très très peu de phases, on va dire, mortes. Donc pour moi, voilà comment Paris a perdu ce match à Newcastle. Tu peux laisser suivre la suite de la vidéo ou Bien il y sûr. a Bah, ça va jusqu'à ces petites permutations-là. Ça, c'était donc l'animation que met en place Luis Enrique en général. ouais, c'est intéressant, tu vois? Ça va être ça va être le sujet d'une autre vidéo, mais quand on voit des 4-4-3 ou quand on voit des 3-5-2, aujourd'hui, les équipes ont des manières de jouer, c'est-à-dire que quand on est en transition ou quand on est en phase de jeu de position offensive avec conservation, notre composition est totalement je sais qu'à Toulouse, nous, on joue en 3-5-2 en phase offensive et après la compo a évolué, mais on va garder ça sous le pied pour un prochain podcast, Marc. Bien sûr. Hem, Tu peux, enlever le partage d'écran, revenir à revenir avec nous. Quelle autre précision souhaiterais-tu apporter à ce que tu as dit? Ou parce que là, par exemple, tu vois, Dembélé, la reprise pied gauche qui passe à côté du poteau, ça aurait pu complètement faire chavirer le match, tu Bien vois? sûr, tout à fait. Mais alors, moi, quand je parle de tactiquement d'un n'importe quel match ou d'une situation, je ne parlerai pas d'un fait de jeu. Parce OK. qu'effectivement, avec un fait de jeu, bah, effectivement, ça peut tout changer. Par exemple, je vais te parler de tout simplement du foot français et aussi d'un petit peu de pourquoi j'ai fait ces formations. C'est pour aussi parler du foot français. Et aujourd'hui, la France base ses formations sur ce qui a été fait en 98 avec la victoire en Coupe du Monde. Sauf que, bon, moi, j'étais pourtant pas né, mais en m'intéressant beaucoup à l'histoire du foot, on s'aperçoit qu'il y avait des équipes bien meilleures que l'équipe de France en 98, qui jouaient un bien meilleur football. Pour les Et Pays-Bas. effectivement, c'est des faits exactement, pas tout, c'est exactement ce que j'allais dire, avec fameux Dennis Bergkamp, une équipe magnifique. Même l'Argentine, même le Brésil jouait très bien. Il y avait même le Danemark avec les frères Laudrup. Mais c'était effectivement pour des faits. En 2018, je ne suis pas sûr non plus que la France mérite de la gagner. Tant mieux, on l'a gagné.
mais c'était pas forcément l'équipe qui a mieux le joué. Ou quand je parle de mieux jouer, je parle pas juste de spectacle, je parle d'efficacité. Parce qu'effectivement, je suis dans une optique où je pense que plus tu vas créer d'occasions franches, plus tu as de chances de marquer. Contrairement à ce que beaucoup de journalistes en France se disent, l'efficacité, quand on il frappe une fois et qu'il y a un but, non, c'est pas l'efficacité, c'est la réussite c'est la réussite par rapport aux frappes. C'est autre O chose encore. OK, donc toi, en fait, la composition d'équipe, dépend d'un seul calcul, c'est la probabilité, c'est, plus j'ai d'occasions devant le but, plus j'ai de chances de gagner. Je pense que c'est la façon la plus rationnelle de voir le football. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas que, tu vois, je suis un admirateur, un fan des gars comme Cruyff, Guardiola, des gars qui basent le foot avec le ballon, notamment aujourd'hui Roberto De Zerbi, ce genre de, même Xabi Alonso, ce qu'il fait à Leverkusen, c'est extraordinaire. Mais je suis pas contre, par exemple, ce que faisait l'Inter l'année dernière. J'aime pas en soi le spectacle, tu vois, mais c'était absolument, ça c'était efficace. Effectivement, c'était pas défendre pour défendre. C'était pas défendre parce que tu n'as pas le choix. C'était venir attirer l'adversaire. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'Inter de Inzaghi. Malheureusement, j'ai été copyright parce qu'on a utilisé des images Ligue des Champions. C'est malheureusement YouTube par moment. Mais il y avait vraiment une animation défensive extrêmement bien huilée. Et au niveau des transitions, bah, d'ailleurs, on parlait des cinq couloirs. Il y avait toujours l'utilisation des cinq couloirs aux transitions de l'Inter. Et finalement, c'était une équipe qui partait de très bas, mais qui créait beaucoup d'occasions. Et d'ailleurs, cette année, il marque énormément de buts. Alors que pourtant, ce n'est pas une équipe réputée comme un foot de possession, tu vois. Ouais, carrément. C'était sous Antonio Conte, on est bien d'accord? Inzaghi, Simone OK. Inzaghi. Sous Antonio Conte aussi, c'était un peu pareil, Il y avait des similitudes, mais là, je pense que Inzaghi a trouvé une formule encore plus aboutie, avec un jeu direct encore plus fluide, qui crée beaucoup plus d'occasions et qui, in fine, marque beaucoup de buts avec Lautaro en feu cette saison, par exemple. OK. On est sur un catenaccio en phase basse et en phase offensive, on est sur un Exactement, exactement ça. C'est-à-dire que c'est un catenaccio moderne, avec, à l'époque où le catenaccio dans les années 60, le libero était très bas, le hors-jeu était beaucoup moins joué. C'était un choix, sauf que justement, une fois qu'est arrivé le Celtic en 67, et a battu l'Inter en les prenant justement avec une invasion du milieu de terrain pour venir créer des supériorités numériques, le catenaccio est mort. Puis après, il y a eu le football total dans les années 70, ça a été encore une évolution du football. ouais. Voilà, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que je pense qu'on est trop fermé sur des systèmes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que pour Le moi, football total, arrête-moi si je me trompe, dis-moi. c'est Rennes Michels avec la Exactement, OK. exactement avec l'Ajax. Ouais, alors peut-être que je vais dire une dinguerie, Non, non. 72-13-14 ou pas? Même moi, j'ai une petite, même moi, je crois que c'est 71 la première. OK, ouais, il a fait le triplé. Après, ça a été le mentor de Cruyff. Cruyff l'a installé au Exactement. Barça et après Guardiola et cetera. Ouais, bien Enfin, sûr. Rijkaard, c'est un peu plus Il y a eu inspiré. Rijkaard. Rijkaard, il y a un petit changement, mais bon, c'était pas aussi impactant que Guardiola, quoi. Bah, Rijkaard a mis les bases Ouais. avec les mecs de la Masia, avec le retour du 4-3-3, du jeu de possession. Mais effectivement, Guardiola, il a sublimé ça, en fait. C'est hors norme. Mais en fait, quand tu regardes bien, on parle d'un système. Moi, tu vois, quand je forme un joueur, par exemple, je n'aime pas lui parler d'un poste. J'aime pas lui dire t'es ailier gauche, t'es latéral droit, t'es milieu de terrain central 8, 10. Je préfère lui parler d'un rôle et d'une fonction sur le terrain. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile pour progresser. Je te donne un exemple. Quel exemple on pourrait prendre? Oui, par exemple, tu parlais du Barça de Guardiola, on parle d'un 4-3-3. Non, en fait, quand tu regardes, c'était pas du tout un 4-3-3. Le Barça, avec le ballon, notamment l'année 2010-2011, où ils explosent le Real 5-0, ils explosent Manchester en finale. C'est trois derrière avec Abidal qui recentre. Daniel Alves joue plus haut que Messi. On se rend pas compte, Daniel Alves était attaquant droit. Pedro venait dans le demi-espace. Messi était vraiment au centre du jeu. Xavi, Iniesta étaient les deux milieux de terrain qui contribuaient au jeu. Villa était dans le demi-espace gauche. Ou alors, des fois, venait carrément côté gauche. Iniesta venait dans le demi-espace gauche. Donc, est-ce qu'on dit qu'à ce moment-là, vu que les joueurs bougent tout le temps, est-ce qu'on dit Daniel Alves, c'est quoi? C'est un latéral droit, un ailier droit. David Villa, c'est quoi? Un ailier gauche, un neuf, Non, un mais second là, neuf. Tu vois ce que je veux là dire? C'est une fonction. là, en disant ça, on peut partir sur un autre podcast, mais c'est vrai que j'avais jamais vu le football comme ça ou là, j'avais jamais vu sous cet angle et je pense que les joueurs, ça fait du sens chez eux, tu vois? Ils se disent, «OK, si je regarde ma fonction aujourd'hui» parce que Ouais, le poste, en fait, c'est la fonction ouvre des possibilités, le poste enferme et c'est ça qui est tout à intéressant. fait. Tout à fait. Tu vois, quand là, je peux te donner des exemples précis de ce que je fais aujourd'hui. J'en parle avec des gars que je coach en individuel. Je préfère leur dire, quand je leur parle de fonction, ils comprennent bien mieux.
Parce qu'en fait, oui, je suis ailier gauche. Mais par exemple, je suis ailier gauche. En France, tu le sais très mieux que moi. Moi, j'ai pas fait de centre de formation. Un ailier gauche en France, on va lui dire cours, prends le couloir, mange la ligne. Oui, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Et je sais qu'il y a un ailier gauche qui me disait souvent, mais attends, mais moi, si je dribble pas, je sers à rien. Bah si, justement, tu vas servir beaucoup plus si tu dribbles moins. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire si je dribble pas? Puisque à chaque fois, je suis sur le côté, je suis sur le ballon, je suis en un contre un. Non. Si tu lâches, que tu es déjà orienté face au jeu, que tu es déjà à ton contrôle de trois quarts, appel contre appel, remise, tu reprends, tu pars, tu fais l'appel croisé, tu vas beaucoup moins te fatiguer, tu vas fatiguer ton défenseur et tu vas permettre à ton équipe d'avoir un jeu beaucoup plus fluide et tu marqueras beaucoup plus de buts. L'exemple de Cristiano Ronaldo, typiquement. Ronaldo, le Manchester, quand il arrive, c'est pas le Ronaldo à la fin de sa période Manchester. C'est un Mmh. exemple pour ceux qui sont fans de CR7, par exemple. Ouais, carrément. Non, mais c'est pertinent, Marc. D'ailleurs, on va dire aux abonnés de mettre en description, des sujets que vous voulez qu'on aborde pour vendredi prochain. Enfin, là, on tourne le vendredi et je la posterai demain, Marc, le samedi. Donnez-nous, des sujets comme ça, on pourra travailler là-dessus. Nous, parfois, on prendra la planche, on surfera sur des vagues, de matchs, Carrément. pour analyser tout ça. Et il y a tellement de sujets là, il y a des sujets qui m'arrivent en tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, la problématique en France, c'est qu'on construit une identité sur une condition physique, alors qu'en Espagne, on est plus, on est totalement différent. Mais l'Espagne le fait parce que physiquement, ils savent qu'ils peuvent pas rivaliser. Et en fait, la question qu'on peut faire sur un prochain podcast, aujourd'hui, si je suis un joueur en retard de croissance et tout maigre, avant de me faire voler ma carrière, comment je peux tactiquement, Ah bouffer, bah là, tu me régales, c'est un de mes sujets préférés. mais le problème, Dès- c'est que moi, j'ai déjà une c'est réponse, intéressant. c'est que tu peux pas imposer une tactique et cetera quand la philosophie française n'est pas dedans. Mais on verra ça par la suite parce que le football amateur, pour imposer une tactique et une physique, il faut qu'il y ait un jeu homogène dans une équipe, il faut que les joueurs soient éveillés tactiquement. Or, ils basent leur jeu sur le physique, donc une tactique n'est seulement viable si l'équipe bouge en même temps un peu comme un échiquier. C'est Oui, ça le bourbier, tu vois? tout à fait. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Thierry Henry, joueur très rapide, français, formation française. Tu vois, C'était la c'était. bande annonce, c'était le trailer. On vous Ok, dit à ok. on vous dit à vendredi prochain. Je pense qu'on pourra parler de ces Allez, sujets-là et inversement pour carrément. les joueurs qui, correspondent au standard français, comment ils peuvent encore devenir plus encore meilleurs. Comme, notre ami, Thierry Henry qui a pris une leçon de tactique, dans le 4-3-3 où il est rentré à Barcelone et où il a passé un step dans sa carrière, tu vois? Bien sûr. Moi, c'était plus par rapport. Je le garderai pour la prochaine vidéo, mais Ouais, ouais. ce qu'il avait dit par rapport à Clairefontaine était très intéressant. Et là, tu rentres dans un de mes sujets préférés parce que, bon, d'une part, je suis d'origine espagnole, pour ceux qui me connaissent, mais en plus de ça, effectivement, je pense que le foot est fait d'intelligence, tu vois, et qu'on n'apprend pas effectivement en France assez ça, mais on rentrera dans les détails la semaine prochaine. Ouais, ouais, merci beaucoup Marc. Avec plaisir. La team, abonnez-vous, OK? C'est le premier podcast avec, Marc. Franchement, il s'en est super bien sorti. Mettez-nous dans les commentaires vos différentes questions. Moi, je vais mettre la chaîne de Marc en description, son Instagram. Vous avez l'académie aussi en description, la team, pour nous retrouver avec Marc, pour qu'on puisse vous accompagner. Et le mot de la fin, comme d'hab, moi, je le laisse toujours à Nico. Je te laisse à toi, Marc. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bah écoute, déjà, c'était un plaisir de pouvoir présenter ça sur ta chaîne. Bah, plaisir partagé. Ça fait 7 ans qu'on Euh, est sur YouTube et tactiquement, on n'a pas encore abordé le sujet sur la chaîne. Bah voilà, bah tu vois, c'est ma passion, donc forcément ça me fait kiffer et j'ai hâte d'en tourner d'autres parce que c'est ça. Là, je suis dans mon élément, quoi, donc je peux pas dire Let's mieux. go. Parfait, il est dans la zone de flow, comme dirait Nico. Parfait, la team. On vous Allez, laisse là et à la prochaine. Ciao. allez, ciao.